Alors on enchaîne immédiatement. Et comme ça vient d'être dit par François, le lien va être facile à faire parce que on était sur une session les nouvelles frontières des espaces habitables. Sur ces espaces habitables, normalement, il y a des femmes, il y a des hommes. Une des questions importantes est de savoir comment ils vont vivre ensemble et autant que possible être producteurs de biens communs. Alors on aime bien dans ce cas-là dire il faut déjà qu'il y ait de la démocratie pour que les citoyens puissent s'exprimer, faire débat, établir des accords, etc. Malheureusement, même dans les pays qui se réclament de la démocratie, on voit que tout ne va pas si bien que cela, puisque, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, on voit les élites dirigeantes contester qu'elles se réclament de la droite ou de la gauche. On voit développer différents mouvements populistes, sinon fascistes. Bref, même dans ces pays qui ont le privilège d'avoir eu une certaine expérience de la démocratie, on la voit aujourd'hui extraordinairement fragile. D'où la question devient encore plus vive. Comment recréer des espaces collectifs, comment recréer de l'engagement qui donne du sens à la vie en commun. Et c'est l'objet très largement de cette session, pour lequel nous avons deux intervenants. Dominique Bourg, philosophe, j'ai plutôt envie de dire philosophe politique d'ailleurs, professeur à l'université de Lausanne, auteur d'un grand nombre de livres sur l'écologie politique que je vous recommande vivement. Son dernier livre, Une seule terre, est à lire absolument. Vous avez tous les éléments dans la notice sur les intervenants. Et puis, nous avons Thibault Renondin, qui a passé beaucoup de temps, maintenant presque 30 ans, à travailler sur l'éducation populaire et notamment l'engagement des jeunes dont on dit souvent ils se désengagent, en tout cas des pratiques classiques de la démocratie, et qui est aujourd'hui délégué général du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, dont assurément il va nous parler. Dominique, on commence par toi. Je pense que tu es complètement à l'aise avec... ils t'ont déroulé le tapis rouge là dans la session précédente. Merci Hugues. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc moi, je vais quand même me situer dans un premier temps plutôt à une échelle stratosphérique, mais vous allez voir, on va quand même redescendre sur Terre. Je voudrais repartir du... je pense que ça va arriver là, mais bon. Je voudrais repartir du, si vous voulez, comment dire, de ce qui a vraiment marqué notre civilisation et en quelque sorte ce qui nous a amenés ici, à savoir la révolution de la fin du XVIe et du début du XVIIe dans notre manière de concevoir la nature. Et comme par exemple l'a montré un historien anglais, ça a eu des conséquences jusque dans les foyers, si vous voulez, les plus perdus dans nos relations au monde animal, nos relations aux plantes, etc. Cette révolution a fortement marqué les esprits, a imprimé la civilisation qui est la nôtre. Très rapidement, si je reviens très vite du côté des Grecs, eh bien, on a une idée de la nature qui n'a rien à voir avec celle qui va s'imposer petit à petit avec les modernes. Je vous le rappelle, à l'époque, on divise, il y a un cosmos, un seul, il est fini. Il n'y a rien en dehors de ce cosmos, il est sphérique. Et puis, il est divisé entre un monde sublunaire, donc la Terre, et on va jusqu'en dessous du cercle de la sphère, plus exactement, à laquelle est attachée la Lune. Après, vous aviez les 5 astres connus à l'époque, et puis la sphère des fixes, puis le premier moteur immobile. Peu importe, cet univers-là est un univers qui est saturé de sens. Ce ne sont même pas les êtres humains qui pensent, ce sont les dieux qui pensent, et donc les planètes, et les êtres humains qui participent, en quelque sorte, quand ils y arrivent, à la pensée divine. En fait, la révolution qui va avoir lieu à la fin du XVIe, au début du XVIIe, va remiser au magasin des oubliettes cette conception des choses, et on va passer à un univers purement mécanique. On va concevoir la nature, et alors au premier chef, la Terre elle-même, simplement comme un agrégat de particules purement matérielles, mécaniques, extérieures les unes aux autres, sans aucune intériorité, sans aucun sens, etc., et agrégées par des lois très simples, à commencer évidemment tout d'abord par la loi du mouvement, ensuite la gravitation universelle. Et donc vous comprenez bien qu'en comprenant les choses ainsi, on a mis les êtres humains
à l'extérieur de la nature. Ils sont en quelque sorte sur Sirius. Et effectivement, cette vision de la nature ne tolère plus que des animaux machines. Tout y est mécanique, il n'y a pas de vie. Donc ne vous étonniez pas qu'on soit au diapason du constat qu'a adressé Hélène tout à l'heure, à savoir le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on détruit la vie. Effectivement, on s'est conçu comme étranger à la vie et la nature comme étrangère au vivant. Et alors, ce qui a donné une puissance et une force particulière à ce nouveau paradigme, qui n'était pas du tout évident. Par exemple, il rejetait l'idée de finalité, ce qui était tout sauf en accord avec le sens commun, eh bien, c'est que d'une certaine manière, il était congruent avec un héritage encore alors très fort, qui n'est pas l'héritage biblique, ça serait trop vite dit, mais en tout cas une certaine interprétation de la Bible quand on la cale sur un passage bien particulier de la Genèse, Genèse 1, 26, 28, c'est là où il nous est dit que nous autres êtres humains sommes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que pour cette raison même, nous devons dominer les êtres terrestres et être craints de l'ensemble des animaux. Donc cette congruence-là donne effectivement l'idée, si vous voulez, d'une extériorité totale et d'une domination totale. On appelle cette interprétation de la Bible l'interprétation despotique. Elle porte bien son nom. Nous autres humains sommes donc investis d'une mission despotique sur Terre, autant dire qu'on l'a exercée avec un zèle parfait. Or, évidemment, cette conception qui est encore là aujourd'hui, elle continue à nous inspirer, eh bien, elle va finir par subir 3 assauts. Et ces 3 assauts, en quelque sorte, eh bien, vont faire émerger une forme de nouveau paradigme qui n'est plus le paradigme mécaniste et qui est en train d'émerger aujourd'hui. Je vais revenir sur chacun de ces assauts. Évidemment, le premier, on est au milieu du 19e, un petit peu après le mi-temps du siècle, avec l'apparition de l'évolution des espèces de Darwin. Et Darwin est le premier qui replace l'espèce humaine dans la nature. C'est une espèce naturelle, forgée par l'évolution naturelle des espèces. Et donc, pour le coup, c'est une rupture radicale, même si on n'a pas toujours comprise dans toutes ses conséquences, par rapport à la conception moderne, mécaniste, qui prévalait jusqu'alors. Et évidemment, la révolution darwinienne ne suffira pas à l'ébranler. Et puis ensuite, nous avons, mais là, beaucoup plus proche de nous, une seconde révolution, celle qui a été le fruit du développement, de l'essor de l'éthologie dans la seconde moitié du XXe siècle et encore aujourd'hui. Là, c'est aussi une modification énorme dans la représentation que nous avons de nous-mêmes et de la relation que nous pouvons entretenir avec les autres êtres vivants. Vous avez tous sans doute dû apprendre en classe de terminale que, eh bien, effectivement, les êtres humains étaient tout à fait originaux, qu'ils, d'une certaine manière, ils ne méritaient même pas le nom d'animaux et qu'ils se séparaient de façon extrêmement tranchée du monde animal, par la possession du langage, par la possession de l'outil, par la possession de la culture, par le sens moral, etc., etc. Et en fait, ces travaux de l'éthologie, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et encore aujourd'hui, ont fait sauter les uns après les autres tous ces critères. Il n'y a rien de plus répandu dans la nature que la communication. Sans communication, il n'y a pas de vivant. Comme on va le voir juste après, même les plantes communiquent et déjà à l'intérieur d'elles-mêmes. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la communication humaine soit en tout point équivalente à la communication animale. Le monde, comme l'a rappelé dans un très beau livre l'anthropologue Edward Ocon, la nature, elle bruisse de signes. Mais ces signes, ce sont des indices ou des icônes. Nous autres humains sommes les seuls à manipuler des symboles. Donc des signes, si vous voulez, abstraits, non motivés, même s'ils ont une base de motivation, comme on a pu le remontrer. Mais cela dit, par exemple, les grands singes, et ça c'est des travaux qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, mais qu'on a conduits dans la seconde moitié du XXe siècle, les grands singes peuvent affleurer ce niveau symbolique. Mais encore une fois, la communication est un trait
du vivant. Évidemment, vous le savez, il n'y a pas que les grands singes qui utilisent les outils, mais l'outil est extrêmement répandu dans le règne naturel. Et on a mis en évidence aussi la présence dans beaucoup d'espèces animales de quelque chose qu'on pourrait appeler une protoculture ou une culture. Un des exemples très frappants, parce qu'il avait été observé sur place, c'est une équipe de chercheurs japonais sur une des îles au nord du Japon, observant depuis déjà quelques temps une horde de macaques. Et puis ces macaques avaient l'habitude de séjourner à un moment de la journée sur des plages. Et sur une de ces plages, il y avait systématiquement des paysans qui déposaient des patates douces. Et un jour, eh bien, il y a eu le Vinci, ou la Vinci d'ailleurs en fait, puisque c'est une guenon, des macaques, une jeune guenon qui prend une de ces patates douces, qui la trempe dans l'eau de mer. Évidemment, elle la débarrasse du sable. Et à partir de ce moment-là, la patate douce devient consommable et la jeune guenon la consomme. Les autres jeunes guenons vont la consommer, les mâles, les jeunes mâles aussi, mais les vieux mâles, alors là, vous rigolez, pas du tout. Hein. Ils vont crever sans jamais manger de patates douces. C'est un phénomène qu'on peut rencontrer aussi dans l'espèce humaine, vous le savez très bien. Et donc là, on a pris en quelque sorte sur le vif l'avènement d'une tradition que cette horde va se transmettre ensuite de génération en génération. Ok, et donc du coup, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une différence de nature entre les êtres humains et les autres animaux, mais il y a des différences de degré au sein du règne animal, ce qui est évidemment une vision tout à fait différente. Et puis, depuis une quinzaine d'années, eh bien, on assiste à une sorte de révolution dans la biologie végétale. La conception qu'on avait du végétal, eh bien, elle ressort pas trop mal dans l'expression de végétatif. Le végétal, c'était le lumpenprolétariat du vivant. Tous ces êtres-là nous fournissaient notre nourriture primaire grâce à la photosynthèse, mais c'était tous des sous-vivants. Eh bien non, ce que nous montre la biologie végétale aujourd'hui, c'est que les plantes, en fait, exercent toutes les fonctions essentielles du vivant. La communication, alors par exemple, quand on étudie la plante, j'ai oublié son nom, qui est l'équivalent pour les plantes de la drosophile dans le monde animal, bien effectivement, cette plante-là, lorsqu'une de ses feuilles est agressée par un prédateur, par un insecte, eh bien, elle envoie un signal électrique aux autres feuilles, et alors pas de façon contiguë, mais en suivant la suite de Fibonacci, et à partir de ce moment-là, eh bien, ces autres feuilles se mettent elles aussi à synthétiser le jasmonate, ce qui permet de repousser l'insecte vers l'extrémité de la feuille, parce que la feuille, c'est le garde-manger de la plante, c'est ce qui lui permet de faire ses graines ou de faire ses racines. Certaines plantes sont capables de digérer des petits mammifères. Beaucoup de plantes déploient des stratégies pour leurrer leurs proies ou leurs prédateurs. Évidemment, on vient de le voir, toutes les plantes communiquent, etc. Elles ont, entre guillemets, bien sûr, une certaine forme d'intelligence. Les racines sont assez douées, beaucoup plus que nous, parfois, pour trouver des nutriments ou de l'eau. Le vivant communique. Évidemment, la conclusion de tout ça, et ça change complètement notre conception de nous-mêmes et notre relation à la nature, eh bien, à l'issue cumulée de ces trois révolutions, le constat est clair. Nous sommes des êtres vivants. Nous participons de l'unité de la vie. Nous en sommes une forme d'expression. Et comme l'a rappelé Hélène tout à l'heure, nous passons la plupart de notre temps à détruire le vivant. Vous connaissez cette étude qui avait été publiée il y a un peu plus d'un an sur les insectes volants dans une région pourtant protégée d'Allemagne, où en 27 ans, c'est au minimum 75% de la population de ces insectes volants qui ont disparu. Alors certains hommes sont suffisamment crétins pour imaginer qu'ils ne font pas partie du même règne. Mais bon, là, ça commence à devenir problématique. Il commence, à tous les sens du terme, par faire très chaud. Alors, on voit bien que cette révolution paradigmatique, eh bien, elle est en train de se déployer à toutes sortes de niveaux au sein de la société. Et on peut faire un lien entre différentes choses et effectivement ce qui est en train de se passer. Je vais vous noter un certain nombre de phénomènes qui me semblent être en relation avec ce bouleversement paradigmatique. Le premier de ces phénomènes, c'est l'émergence depuis quelques années aujourd'hui des droits de la nature. Alors, on a beaucoup parlé de la Nouvelle-Zélande avec le fleuve Wangani,
auquel on a reconnu une forme de personnalité juridique, ce qui fait plaisir aux Maoris, mais cela dit, la procédure pour la mettre en route est quand même assez complexe. Vous avez l'Inde aussi, vous avez certains comtés nord-américains, mais même si vous regardez la France, eh bien les choses bougent. Dans la loi sur la biodiversité, on a reconnu le préjudice écologique. Un préjudice écologique, c'est un préjudice qui n'affecte ni directement les personnes, ni des biens appropriés par les personnes. C'est une forme de droit de la nature. Et puis, si vous regardez le code local de l'environnement en Nouvelle-Calédonie de l'île Loyauté, eh bien là, les Kanaks ont réussi à faire reconnaître dans leur code de l'environnement, eh bien, si vous voulez, ce qu'ils appellent le principe d'unité. C'est-à-dire que les Kanaks, mais c'est vrai de bien d'autres peuples premiers, je ne suis pas moi-même. Je suis ma rivière, je suis mes animaux, je suis ma forêt, etc. Donc là, on a un mouvement de fond. Là, je vous rappelle très rapidement le très joli livre de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle sur l'entraide, où ils ont en quelque sorte refait le travail sur des bases, cette fois-ci empiriques, et sur des études renouvelées, le travail qu'avait fait Kropotkin il y a un peu plus d'un siècle, en montrant qu'effectivement, eh bien, la compétitivité n'est qu'une strate supérieure et en fait très coûteuse au sein du vivant. La base du vivant, c'est la coopération et c'est la symbiose. Et on peut mettre aussi en évidence, Harry l'avait fait avant, à quel point nous autres humains, pendant des centaines de milliers d'années, nos groupes sociaux ont été de petites hordes. Et effectivement, nos mécanismes de l'entraide sont liés à ces petites hordes, d'où l'intérêt de ces sociétés en réseau dont Hélène nous a parlé tout à l'heure. Alors, on fait aussi un lien de plus en plus fort maintenant entre le vivant et la santé. Vous avez des études épidémiologiques qui montrent que, suivant que vous êtes en présence du vivant, de la biodiversité, ou suivant que vous vivez dans un monde minéral, et bien évidemment, les statistiques concernant les maladies, les statistiques concernant le bien-être, et même la délinquance, sont différentes. Et vous connaissez la pratique japonaise de la sylvothérapie. C'est avec des médecins, on va se soigner par des bains de forêt encadrés de façon médicale. Dans beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui au monde, on a abandonné les machines à réveiller les comateux et on cherche, et c'est beaucoup plus efficace, à réveiller les comateux en les mettant dans des jardins. Tout simplement parce qu'effectivement, nous avons été forgés par un procès d'homilisation qui a duré des centaines de milliers d'années. Et dans un jardin, c'est la totalité de notre corps qui est en quelque sorte sollicité, ce qu'aucune machine ne sait faire. Et dans un reportage apparaît de la radio-télévision suisse, ils ont fait un reportage justement sur le renouveau de notre relation au vivant. Là, ce n'est pas un comateux, mais à un moment donné, l'équipe de télévision accompagne infirmier, infirmière pour sortir quelqu'un qui était dans un état végétatif, qui en fait avait le regard fixé sur ses chaussures. On est en hiver. Et puis, l'équipe veut le rentrer, l'équipe de télévision, enfin l'équipe soignante veut le rentrer, les journalistes de l'RTS demandent de le laisser quelques temps en plus, et ils ont été très bien inspirés. À ce moment-là, il se met à neiger, et l'impact des flocons sur sa peau lui font lever pour la première fois le regard. Je trouve que c'est une très belle histoire. Regardons la question, oui, j'en ai pour 2 minutes. Regardons la question, la sensibilité à la cause animale. Ce n'est pas simplement éthique. C'est notre changement de vision du vivant qui est en cause. C'est ontologique avant d'être éthique. On peut évidemment concevoir l'économie régénératrice. Alors, au moins, au départ, ça commence par l'agroécologie. Mais on peut s'inspirer, par exemple, de l'ingénierie écologique pour la production, etc. J'ai plus le temps. L'éco-psychologie, on montre tout ça. Ça débouche sur une sorte de biomimétisme élargi. Et en fait, on voit émerger une spiritualité nouvelle liée à ce changement de notre perception et de nos relations à la nature. On pourrait, alors je vais être très œcuménique, je vais citer par exemple l'encyclique du pape François Laudato Si, où on revient au panenthéisme, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la nature, mais on pourrait parler aujourd'hui d'une forme de résurgence du chamanisme qui, en fait, participe de cette même vague de fond. Merci pour votre attention. Merci Dominique, voilà un bel état des lieux, une belle problématique, des idées prometteuses, sauf si ça débouche sur des querelles de chapelle ou d'ethnie. Mais alors maintenant, que fait-on et comment on fait? D'abord, merci de l'invitation et quelle belle chance d'intervenir après
Dominique Bourg, d'une part, et deux, sur cette thématique des nouvelles frontières de l'engagement. Nouvelles frontières dans une période où tellement de gens nous expliquent que les frontières sont fantastiques et qu'il faut les mettre en place, et de l'engagement dans cette période des Gilets jaunes qui secoue quelques idées reçues également sur la mobilisation des citoyens. Alors, je suis en effet le travail à ce beau mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Deux mots sur Bleu Blanc Zèbre, c'est un mouvement qui a été lancé par Alexandre Jardin il y a 5 ans maintenant, dont le but est assez simple. D'une part, identifier et valoriser les acteurs de terrain, nationalement ou localement, ce qu'on appelle les faiseux, un joli terme. Deuxième démarche qui n'est pas simple, et j'y reviendrai dans mon déroulé, et qui est pourtant tellement importante, faire travailler les gens ensemble, sortir des couloirs, sortir de nos tuyaux d'orgue qu'on connaît si bien en France. Et troisième élément, penser et repenser des politiques publiques beaucoup moins descendantes, beaucoup plus transversales. Et quatrième objectif des Bleus Blancs Zèbres, être un lanceur d'alerte, ce que nous avons été l'année dernière sur les questions de politique de la ville en allant chercher Jean-Louis Borloo et en mettant en place le plan banlieue, qui a eu des résultats plutôt mitigés à la fin du parcours, et ce que nous allons faire sur les questions environnementales, ce qui recroise ce que nous disions tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'abord d'essayer de faire tomber les frontières sur ces questions de l'engagement et de voir où est-ce qu'elles bougent. Et de peut-être faire preuve d'un peu d'optimisme. La première information, c'est quand même que ce pays, en France, voit une hausse de l'engagement bénévole extraordinaire. On a, en 2018, eu les derniers chiffres de France Bénévolat et de l'IFOP, qui font une étude tous les 3-4 ans. Et donc, là, une dernière étude, c'est 2010-2016. Nous voyons plus 11% d'engagement des Français dans le secteur associatif. Nous sommes plus de 20 millions à nous engager au service de l'intérêt général, quelles que soient les formes. C'est extraordinaire quand même. Et ça, c'est quand même un élément important. Alors, et pour autant, on entend souvent dans notre société, il y a de moins en moins, on trouve de moins en moins de trésoriers, de moins en moins de présidents, de moins en moins de gens pour gérer nos structures associatives. Alors, ce qui est d'une part pas tout à fait juste, et d'autre part qui est dû à un prisme que l'on explique assez facilement. C'est qu'il y a 20-25 ans, nous avons vécu, et c'est le sociologue Jacques Yon qui l'explique très très bien, une mutation des engagements. Nous vivions une période où s'engager, c'était s'engager globalement pour changer la planète. On s'engageait dans une structure durablement. Et on voulait changer les choses de façon globale. On ne voulait absolument pas de reconnaissance. L'engagement, c'était toujours, il y avait un petit côté sacrificiel que l'on traîne depuis la Révolution française, certainement. Il faut le don de soi, le désintéressement total. Et donc, on ne voulait pas de reconnaissance. On voulait co-gérer les structures dans lesquelles on s'engageait. On voulait avoir un rapport important dans l'intervention qu'on avait dans les associations. Et il y a 20-25 ans, et puis il y avait aussi un lien très fort par rapport à l'engagement de proximité, l'engagement familial, amical, qui se déclinait soit en pour, soit en contre. Et puis il y a 20-25 ans, la mutation était très forte et assez rapide. Donc on n'a plus voulu changer le monde dans sa globalité, peut-être que le mur de Berlin y est un peu pour quelque chose, mais on voulait être utile ici et maintenant tout de suite. On voulait ne pas gérer les structures dans lesquelles on s'engageait, parce que le transfert de sa propre parole à un autre, à un tiers, quel qu'il soit, responsable syndical, président de... Bon, on le voit pour le monde politique, il n'y a pas besoin de faire de grands schémas, mais c'était vrai aussi pour le monde associatif. Et donc on se méfiait un peu. Et donc on construisait des parcours d'engagement, passant d'une structure à une autre. Comme on subit souvent des parcours professionnels, ou comme on construit des parcours familiaux ou intimes beaucoup plus fortement. Et donc on construisait comme ça ces schémas. Voilà. Et cette mutation, et on souhaitait également, de façon assez paradoxale, une plus forte reconnaissance de son engagement dans la société, même si on se sentait de plus en plus éloigné par rapport aux sphères décisionnaires. Eh bien, la première frontière que l'on voit aujourd'hui, et ça n'est pas très vieux, nous avons fait, j'ai fait faire un sondage il y a quelques mois dans le cadre de mes anciennes responsabilités avec le CSA sur l'engagement des jeunes. Mais c'est vrai, et l'étude de l'IFOP le montre également, nous avons là, depuis quelques années, un mouvement inverse. On revient à un engagement plus collectif. On veut s'engager maintenant plus durablement dans une structure associative. On est passé de
56% à 61% dans la population globale en l'espace de 6 ans. Pour les jeunes, c'est 90%. 90% des jeunes veulent s'engager durablement dans une structure et ils s'engagent dans une structure qu'ils connaissaient déjà par ailleurs. Donc on est moins dans ce phénomène de construction de parcours. Et ensuite, deuxième frontière qui bouge sur cet aspect-là, c'est qu'on commence à vouloir regérer les structures dans lesquelles on s'engage. On veut commencer à regarder les comptes, regarder comment ça se décline, quelles sont les gouvernances, qui est un élément important. Deuxième frontière, c'est l'engagement des jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors les jeunes, globalement, ils sont individualistes, égoïstes, vissés devant leur écran, quel qu'il soit. Donc, par définition, coupés des réalités. Quand ils ne sont pas délinquants en bas des cages d'escalier dans les quartiers difficiles ou djihadistes quand ils reviennent en France. Globalement, notre société française, et ça c'est une particularité, a un regard, mais c'est vrai de la population globale, comme des jeunes, ont un regard sur nos jeunesses, non seulement extrêmement négatif, et tout à fait faux. Ce qui pose un certain nombre de questions. Que les générations qui ont passé l'âge tendre de la jeunesse aient un regard difficile et contrasté sur ce qui arrive est normal. Classique. Socrate, 2500 ans déjà, disait que les jeunes, ils manquaient d'autorité, ils ne respectaient plus les personnes âgées, on ne les comprenait plus. Bon, et depuis Socrate, il y a une palanquée de personnes qui se sont succédées pour dire ben ouais, les jeunes d'aujourd'hui, ben, c'était mieux avant, globalement. Bon, ça c'est un peu normal, un peu classique. Sauf que notre société, c'est un petit point d'alerte. Notre société, elle vit une mutation très forte. La révolution numérique, la troisième révolution de l'humanité, bouleverse énormément de choses. Et donc s'opère un décalage entre les générations les plus jeunes et les plus anciennes autour de la question numérique. Si en plus de ce décalage qui est fort, se greffe, comme pour les autres périodes de l'histoire, un décalage en termes de regard et de réalité de cette jeunesse, il y a un fossé là qui, moi, en tous les cas, me préoccupe énormément, auquel il faut que nous soyons attentifs. Alors, quels sont les chiffres ? Eh bien, les jeunes Français, étude de l'INGEP de fin 2017, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, nous dit que les jeunes Français sont les jeunes qui s'engagent le plus dans des actions d'intérêt général. Ils arrivent en deuxième position dans la très grande zone Europe, après les jeunes Islandais. Marquant quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est le froid islandais qui a un rapport avec le cerveau et l'engagement, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en tout état de cause, les jeunes Français arrivent en deuxième, loin devant les Allemands, pour une fois, loin devant les Anglais et très loin devant les pays d'Europe du Sud. Deuxième chiffre marquant, les jeunes de moins de 30 ans sont ceux qui donnent le plus en 2017, en termes de dons financiers. 2,5% de leur budget va aux dons. Ceux qui donnent le plus en termes de valeur absolue sont les plus de 70 ans. Mais ils donnent 2,4% de leur budget. Donc, ces éléments-là sont des éléments, en termes de mutation de frontières, extrêmement importants et qu'il faut faire valoir, d'une part, pour avoir un regard le plus juste possible sur nos jeunesses et de faire en sorte d'être plus en capacité à leur passer les clés du camion. Parce que quand on voit les enjeux qui sont devant nous, on se dit, ceux qui n'ont pas réussi à le faire ou si mal, peut-être que ceux qui arrivent vont peut-être mieux le faire. Pour ne pas être trop long et pour terminer, la troisième frontière, quelle est-elle pour moi ? Et c'est l'enjeu de ce que nous faisons chez les Zèbres, mais nous ne sommes pas les seuls. C'est de sortir des couloirs. La société, comme le dit Edgar Morin très justement, la société à laquelle on aspire, les uns les autres, j'en suis convaincu, elle existe déjà aujourd'hui, par une multitude d'engagements, une multitude d'initiatives. L'enjeu, c'est comment est-ce que nous arrivons maintenant à faire ensemble. Comment est-ce que de ces engagements individuels, nous sommes en capacité de repenser de nouvelles formes de solidarité collective. Comment est-ce que ce tuyau d'orgue dont nous sommes les champions, toutes catégories au monde,
C'est-à-dire de penser que ce que nous faisons, nous, individuellement, ou dans la structure dans laquelle nous sommes, est toujours mieux que celle du voisin. Que le voisin est forcément toujours un concurrent, un opposant. Que nous sommes toujours, et ça depuis au moins plus de 2 siècles, nous construisons les uns contre les autres. Comment penser une société plus coopérative et surtout plus bienveillante, et ne serait-ce que déjà de structure entre structures. Et je le vois tous les jours chez les zèbres, y compris des structures que nous avons labellisées, qui sont, enfin, nous ne labellisons pas des associations, nous labellisons des projets de gens qui font. Nous en avons près de 400 dans 6 thématiques différentes. Et je vois bien, y compris des gens qui font la démarche de dire, ben, voilà, pour nous c'est important quand même de travailler ensemble. Je vois bien comment c'est compliqué de sortir des postures individuelles et de penser un peu plus collectif. Donc ça m'apparaît être un enjeu extrêmement important. Parce que sans nouvelle solidarité collective, on continuera le travail de hier, avec des œillères, et ça forcément, ça nous envoie direct dans le mur. Et donc pour faire ensemble, pour changer la situation dans laquelle nous sommes, il faut que nous replacions l'humain au centre non seulement de nos réflexions, non seulement de nos débats, mais aussi de nos actions. Je vous remercie. Oui, on a un peu de temps de débat. Merci à Thibault pour son intervention et bien sûr à Dominique aussi. Il y a quand même un problème, parce que Dominique nous rappelle, le feu est dans la maison, il faut changer de cap, il y a urgence, ce qui est dans la droite ligne de la session précédente. Bon. Vous nous dites, mais regardez, les jeunes s'engagent de plus en plus, etc. Oui, d'accord, mais il y a une course de vitesse en quelque sorte, là. Ils s'engagent au profit de quelle finalité, à quelle vitesse, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'actions concrètes dans les... allez, on va être généreux, dans les 5 ans à venir. Alors, j'ai coutume de dire que les jeunes sont comme les citoyens lambda. Parce que d'abord, ce sont des citoyens lambda, ils s'engagent à peu près comme les autres, au même rythme que les autres. Et les autres ne s'engagent pas du tout. Il ne se passe rien sur le plan de l'écologie. Alors, d'abord, l'écologie arrive souvent en 2e position dans les volontés d'engagement. La première raison de s'engager, c'est la question du lien social. C'est ça la première raison. La deuxième, c'est la question de l'écologie dans les préoccupations, un peu dans tous les chiffres que l'on voit aujourd'hui. Et ça monte en flèche. Donc d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous soyons, nous, les uns les autres, en capacité de retravailler des synergies collectives. C'est ça qui nous manque. On voit bien, et sans faire de politique politicienne, parce que ce n'est pas le lieu, mais depuis quelques décennies, nous voyons une fragilisation très forte des corps intermédiaires. Toutes les politiques publiques aujourd'hui participent de l'échelle locale à l'échelle nationale, à fragiliser les corps intermédiaires. Laurent Berger l'a dit très justement il y a quelques jours, suite au mouvement des Gilets jaunes. C'est de repenser, de renforcer les solidarités, les corps intermédiaires. Parce que ça permet les errances que l'on voit autour de la manifestation des Gilets jaunes en ce moment. Et surtout, penser le corps intermédiaire, c'est penser aussi que, par exemple, sur le monde associatif, il y a un discours politique lancinant. Le monde associatif, c'est la partie la plus valorisée par nos concitoyens, à tous les niveaux. J'étais il y a quelques jours ici à un colloque d'Orange sur les questions du numérique. Pour lutter contre les fractures numériques et contre les inégalités gérées par le numérique, les Français disent le premier acteur qui peut agir contre ça, c'est les associations à 35%. Les autres arrivent à 29%, je crois, celui qui arrive après, et les pouvoirs publics arrivent en queue de. Le monde associatif, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de sympathique, que c'est secondaire, que c'est bien, les gens qui font un peu de ballon, qui jouent au boule, enfin, on a l'impression que, alors que dans le monde associatif, d'abord, c'est le premier employeur de France, et deux, ce sont ceux qui pensent l'humain du début jusqu'à la fin dans son environnement, le plus en adéquation avec ce qu'on s'est raconté tout à l'heure, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont le plus en respect de l'individu dans son environnement. Et donc, il y a à penser des politiques publiques un peu différentes, à l'évidence, à accompagner sérieusement, et y compris sur la vie du monde associatif. On ne sait pas
comment le monde associatif vit, comment les corps intermédiaires vivent, y compris financièrement. C'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. C'est la défense de l'intérêt général. Comment est-ce qu'on arrive à renforcer, accompagner le monde associatif sur ces questions-là, et deux, renvoyer une autre image des gens qui font et qui sont extrêmement nombreux. Rien que, si déjà on arrivait à bouger ces deux critères-là, je pense qu'on changerait pas mal de choses. Merci. Moi, il me semble qu'il y a une différence importante entre les corps intermédiaires, les syndicats salariés et les syndicats patronaux, et les associations. Parce que les corps intermédiaires en France ont quand même un gros défaut, c'est qu'ils sont avant tout ceux qui essaient de défendre les droits acquis du monde d'hier. Bon. Les associations sont peut-être dans une autre posture. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique ? Là, je crois qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde, hein. Je crois que, déjà, premièrement, effectivement, si on voit les enjeux écologiques, etc., on ne peut faire face que par une synergie. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que l'attitude des citoyens, l'attitude des ONG, des associations, etc., et jusqu'aux grandes structures administratives, et les entreprises, il faut que ça aille dans le même sens. Tant qu'on ne va pas dans le même sens, on ne va pas y arriver et les dégradations vont continuer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, l'organisation associative de la société, c'est fondamental. Et d'ailleurs, on ne gère plus une société si vous n'avez que des individus éclatés. Hein, hier, j'entendais un reportage à la société, un gilet jaune disant « Je suis le peuple ». Ben non, ma chère dame, tu es toute seule, il y a 66 millions d'autres Français. Tu n'es pas le peuple. Personne n'est le peuple. Ça suffit, genre de conneries populistes. Ça ne veut rien dire. Donc il faut effectivement, on ne peut s'en sortir que si on s'organise par petits groupes. Et je reviens à cette histoire d'entraide. L'entraide, elle est extrêmement sensible lorsqu'on est dans des petits collectifs. Pendant des centaines de milliers d'années, on a agi, on était dans des hordes d'une vingtaine, peut-être un peu plus, mais de personnes. Et on est très fortement marqué par ça. Les réflexes et les ressorts qu'on a changent quand on change d'échelle. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on voit bien que ça revient. Moi, je donne simplement un témoignage. Je m'occupe d'un master donc à Lausanne, pratique et fondement et pratique de la durabilité. Mais notre dernier volet d'étudiants, ils veulent absolument continuer à vivre ensemble, à avoir un projet tous ensemble, un projet d'agroécologie. Je ne sais pas si Hélène est toujours là, ils vont peut-être la voir. Mais bon, je trouve ça fantastique. Et ça, c'est extrêmement très, très important. On voit juste sur ces questions-là, on voit monter très fortement la question de la colocation chez les jeunes. Mais pas que chez les jeunes, d'ailleurs. Pas que chez les jeunes. Mais chez les jeunes, c'est extrêmement fort. Alors, on pourrait se dire, on pourrait l'évacuer en disant, bon, c'est un problème économique et les gens, mais c'est absolument rien à voir. Donc, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, c'est qu'on veut retrouver de l'humain. On veut se rapprocher. Et la société numérique dans laquelle on est, paradoxalement, alors, elle fait l'inverse et voilà, elle remet ça au cœur. C'est-à-dire qu'on est plus en contact avec énormément de gens, mais comme c'est dématérialisé, on a soif d'humain et de se reconnecter à l'autre directement. Merci. Y a-t-il des questions de la part des participants? En attendant, j'avais une question d'un collègue qui est sorti de la salle, si je ne m'abuse, demandant quelles sont les 3 actions prioritaires à prendre par les entreprises pour endiguer la croissance des externalités. Lisez le dernier bouquin de Dominique Bourg. Allez-y, monsieur. Du coup, ma question, vous parlez de la montée des engagements, je dirais, dans l'économie sociale et solidaire, que je dirais l'économie informelle. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de corréler ça avec le désengagement de l'État et le fait qu'on démonte finalement le système social. Vous dites, c'est bien, il y a une augmentation, etc., de cet engagement-là. Mais dans quelle mesure le fait de vouloir l'industrialiser, par exemple, avec le numérique, n'est pas qu'une manière de cacher ou d'oublier ou de se servir, enfin comment dire, d'être dans une sorte de non-dit, je dirais, comment dire, de démantèlement du système social, au même titre, par exemple, qu'au XIXe siècle, où au moment où on détruisait le système social, justement, l'économie informelle s'est développée. Je caricature le propos. Est-ce que votre question, c'est pas de dire est-ce que le désengagement de l'État ne se traduit pas par un nouveau prolétariat qui, dans le monde associatif, c'est ça? C'est pas palliatif, c'est ça. Palliatif, c'est exactement ça. Oui, un élément de réponse. Là, on a 2 phénomènes qui ne sont pas corrélés, qui sont même contradictoires. C'est-à-dire on est à la fin de la vague néolibérale. Et on voit une société qui réagit dans le sens inverse, effectivement, qui revient vers les collectifs, etc. Cela dit, tout à l'heure, Hélène parlait de la chute du capital naturel. On peut aussi parler de la chute du capital public.
Là, les analyses de Lucas Chancel sont très intéressantes. Et si vous regardez ce qui s'est passé en Grèce cet été, et pour faire le lien avec l'exposé du collègue de l'IPSL tout à l'heure, eh bien, Monsieur Vautard, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire des pompiers en nombre insuffisant, avec sous-équipés, un débroussaillage qui ne se fait plus, un abandon des côtes avec des grillages qui ont fait que les gens sont morts asphyxiés ou brûlés sur les grillages parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à la plage. Plus de services météo, donc les Canadiens ne servent plus à rien parce que les pilotes ne connaissent plus le sens du vent et donc l'eau ne va pas forcément sur le feu, etc., etc. Sans retour à un État fort, impossible de construire la résilience par rapport à ce qui vient. Et donc là, on a un décalage total entre le référentiel néolibéral qui reste celui des élites, et d'une part ce qu'exige la situation, et d'autre part ce qui remonte de la société. Moi, je pense qu'il faut... On a une culture en France où on attend les citoyens... Enfin, l'État considère souvent les citoyens comme des enfants, philosophiquement. Et donc, on attend forcément nous-mêmes tellement de choses de l'État. Donc moi, je suis assez défenseur de réinstaurer des politiques publiques fortes. Je ne sais pas si c'est un État fort qu'il faut, mais en tous les cas, des politiques publiques qui prennent leurs responsabilités. Et sur, en tous les cas, tout ce que vous venez de dire, à l'évidence, mais pas que. Mais je suis aussi pour une place des citoyens plus forte. Et je cite souvent un exemple avec le système éducatif finlandais, par exemple. Le système éducatif finlandais a été construit sur le modèle du système éducatif français, jusqu'en les années 70. Et pendant 7 ans, ils ont repensé complètement leur système éducatif. Et aujourd'hui, chaque acteur de la société qui intervient directement, peu ou prou, autour des questions éducatives, a une place dans le système. L'État a sa place, les parents ont leur place, le secteur associatif a sa place, et ce qui fait de ce système un système très transversal. Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres ont plus ou moins de place. Chacun est à son poste et à son rôle qui est clairement identifié. Mais ça fait un système éducatif qui est hyper souple et qui donne des résultats extrêmement intéressants, où on apprend, entre autres, un élément fondamental dont je parlais tout à l'heure, qui est la question de la bienveillance. Notre système éducatif, c'est un État fort, même s'il l'est de moins en moins, mais un État fort, fermé sur lui-même, même si c'est de moins en moins, et avec la place des acteurs autour qui est moins forte. Alors on me dit, oui, mais si les associations montent, ça veut dire que l'État n'est plus là. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on a besoin des uns des autres. Donc oui, il y a des politiques publiques qui soient innovantes, fortes, et qui sachent muter aussi dans le temps et s'adapter, mais oui, aussi, surtout, à une place des citoyens, et des citoyens organisés, pour venir compléter, parce que la société elle est beaucoup plus complexe, et elle ne fonctionne pas qu'en verticalité, elle doit être beaucoup plus horizontale. Merci. On a 2 ou 3 autres questions, rapidement, oui. Oui, bonjour, Vincent Taillandier. Moi, je me réjouis qu'il y ait un plus grand engagement associatif, en tout cas un renouveau. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est que les jeunes se retrouvent confrontés à des associations qui sont finalement, je dirais, qui ont un modèle qui s'est un peu empoussiéré aussi. Et peut-être c'est la limite aujourd'hui. Donc si l'association nouvelle, je dirais, a pour vocation d'avoir vraiment un effet transformatif sur la société, ça nécessite d'avoir aussi des associations qui fonctionnent de manière plus collaborative, avec un système réellement ouvert, de l'intelligence collective. Enfin, il y a vraiment un renouveau à faire. Et donc ma question, c'est combien de temps ça prendra pour vraiment avoir les premiers effets sur la société si ce système se transforme de cette façon? Merci. Thibault, en deux minutes, la réponse. En même pas plus court, on est dans une queue de comète sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est dans une mutation très forte dans l'organisation associative. Et on le voit aujourd'hui, moi je viens de l'éducation populaire, et on voit bien la crise que traversent aujourd'hui les mouvements traditionnels de l'éducation populaire. Donc tout ça est en train de se réinventer, et en effet, on est à l'origine d'inventions de formes associatives très différentes de celles que l'on connaissait, là encore qui était le fruit d'un modèle très descendant et très vertical. Et aujourd'hui, les synergies qui sont en train de se mettre en place vont à l'opposé de ça. Combien de temps ça va mettre pour arriver à ce qu'on soit vraiment dans un nouveau système? J'en sais rien, mais je pense que ça va aller assez vite. Ce qui est assez dramatique d'ailleurs en termes de modèle économique et de situation pour beaucoup de structures associatives qui sont des structures aussi professionnelles. Mais je crois qu'on est vraiment au début d'un changement très profond. Merci. Monsieur? Bonjour, Stéphane Cordobès. Finalement, la question est moins pertinente depuis la dernière intervention.
Dominique, lorsque tu décris le changement de paradigme et finalement de catégories culturelles que l'on doit utiliser tant pour penser que pour agir, la première question qu'on peut poser, il me semble, c'est et quid de l'éducation? Ou dit autrement, puisque vous avez déjà abordé le terme, est-ce que les orientations prises actuellement par le système éducatif français, je pense par exemple au nouveau programme des lycées, va dans le sens d'une éducation qui permettrait cette transformation? Et puis pour aller dans le sens de l'éducation populaire, est-ce qu'aujourd'hui une éducation populaire qui sensibiliserait et acculturerait les citoyens à ces transformations en cours existe, se développe, est portée, etc. On va peut-être rendre la dernière question, Jacques Varret, et puis après, on vous laisse répondre tous les deux. Thibault, c'est pour toi la dernière question. On parle du rôle de l'État. Il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée, c'est la dimension globale, c'est-à-dire la question du multilatéralisme. On voit bien qu'on est en pleine crise de multilatéralisme actuellement. C'est très inquiétant. Personnellement, je vois deux dimensions qui, disons, permettent de se raccrocher à un certain multilatéralisme ou globalisme. Ce sont les grandes ONG, justement. Il existe des grandes ONG dans le domaine de l'environnement, WWF, etc., qui effectivement incarnent d'une certaine façon une vision globale. Et puis il y a les scientifiques avec le GIEC, hein. C'est aussi un élément qui aborde ces dimensions globales. Peut-être le christianisme aussi, dans une certaine révision de ses fondamentaux. Voilà, je pense qu'on a une question importante sur le multilatéralisme, parce qu'on sait bien que sur ces questions, on n'arrive pas à avancer si on n'avance pas globalement. C'est-à-dire que les États disent toujours si le voisin ne le fait pas, pourquoi on le ferait? Bon, merci, et puis, Jacques. L'étape intermédiaire, c'est l'Europe, bien sûr, aussi dans cette direction. Okay. Thibault, vous réagissez sur éducation populaire et éducation tout court? Non, sur l'éducation populaire, j'en ai parlé. Je crois que le modèle des mouvements d'éducation populaire, comme on les a connus, est en train de se transformer. Donc, il y a une autre, l'éducation populaire à la Condorcet, du peuple par le peuple pour le peuple, est toujours très, très, très pertinente, je trouve. Les modalités d'articulation sont en train de se modifier. Pour reboucler peut-être sur la question pas tant du multilatéralisme, mais des grandes ONG, je crois que le rendez-vous aujourd'hui est à la mise en synergie d'une multiplicité d'initiatives, et pas tant de la constitution de très grandes ONG, même si elles sont utiles. Mais je crois que vraiment on a à retisser un tissu qui est souvent défait, et particulièrement en France, entre les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville. Il y a vraiment là un tissu à remettre en place. Et enfin, pour répondre très rapidement sur la question éducative, est-ce que la politique aujourd'hui du gouvernement et du ministre participe à ça? J'aurais tendance à dire oui et non, sans faire de macronisme primaire, mais il y a à la fois une volonté affirmée d'une démarche d'une école plus bienveillante, d'une école plus ouverte, avec une responsabilité plus forte des enseignants et des cadres intermédiaires. Et à la fois, il y a aussi une raideur dans notre système éducatif qui bouge, je trouve, pas assez vite et pas assez fortement. Donc, c'est oui et non. En 2 minutes, Dominique, sur le multilatéralisme. En fait, je vais répondre aux deux questions à la fois. Je peux pas juger la réforme Blanquer parce que je ne connais pas dans le détail ce qui est en train de se tramer du côté des lycées. Mais il y a eu une tendance générale ces dernières décennies à réduire l'éducation à l'aspect préparation à la profession. Et ça, c'est une catastrophe. Alors ça vous donne des gilets jaunes, pas de 180 000, mais 66 millions. Et donc, ce qui est au contraire extrêmement important, c'est que la part formation du citoyen reste fondamentale dans l'éducation. Et un citoyen aujourd'hui, c'est un citoyen qui doit être réflexif. C'est-à-dire quand il fait quelque chose, il sait qu'il y en a 8 milliards d'autres qui peuvent le faire. Et sans ça, on n'arrivera jamais en écologie. On n'arrivera pas avec de la contrainte en écologie, on arrive avec de l'autocontrainte. L'autocontrainte, c'est j'ai compris le problème, je réagis et j'accepte un certain nombre de choses. Et ça, sans éducation, Tintin. Et donc le multilatéralisme, Tintin?
Ça va de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les grands problèmes environnementaux sont des problèmes globaux. En 3 semaines, toutes les composantes chimiques de l'atmosphère sont brassées. Depuis le quaternaire, depuis l'alternance des cycles glaciaires et interglaciaires, pendant une période glaciaire, tous les animaux vont se réfugier en gros entre les tropiques, et donc il y a une unité du vivant, etc. Mais non, je dis simplement par là qu'on est obligé d'avoir des échelles différentes. Et donc le multilatéralisme, ça fait partie de l'ultime échelle politique pour prendre en charge le global. Merci à vous deux, merci à tous. On s'arrête là.